Avant que la vidéo commence, j'ai un message très important à vous dire. Écoutez bien et prenez note parce que ça vous concerne. Vous avez été nombreux à me demander si sur cette aventure Baluchon, j'allais réaliser une rencontre abonnée. Et ça y est, je me suis décidé, alors je vais vous expliquer tout ça. Oui, nous allons faire une rencontre abonnée et on va se fixer pas n'importe quel lieu pour ça. Je vous propose simplement qu'on se retrouve au pied du mont Saint-Michel. Et alors, il y a une date et une heure précise à respecter. Dans un vlog précédent, je vous ai partagé notre envie d'être au moment de l'arrivée seul en fait, de ne pas avoir une aide d'honneur ou 10 000 abonnés qui nous accueillent. Parce que nous c'était un pèlerinage, c'est quelque chose d'intérieur et on voulait vivre ça d'une manière intime et personnelle. Mais avec ce que j'ai calculé, en fait tout va être possible. On va pouvoir avoir notre arrivée tranquille et personnelle, intime. Et ensuite on va rester plusieurs jours au Mont Saint-Michel. Parce qu'on va faire des vidéos, on va visiter. Bref, c'est pas juste on arrive et puis on rentre chez nous. Et donc pendant ce laps de temps, c'est là où après, deuxièmement, j'aimerais qu'on fasse une rencontre abonnée. Une fois qu'on se sera suffisamment imprégné du lieu et qu'on aura savouré et digéré notre arrivée intime, ça serait quand même bête de ne pas se faire une belle rencontre abonnée. Donc ça serait culte de se faire ça au Mont Saint-Michel. Alors pour venir, c'est simple. Si vous voyez cette vidéo avant le samedi 18 octobre 2025, ça vous concerne. Il n'est pas trop tard, vous pouvez venir. Si vous voyez cette vidéo après le samedi 18 octobre 2025, c'est que la rencontre abonnée a déjà eu lieu. Ça tombe à samedi parce que comme ça le dimanche, c'est le jour du Seigneur, jour du repos. Je pense que ça va permettre à plus de gens de pouvoir se déplacer ce week-end. Nous, ça fera déjà plusieurs jours qu'on sera sur place. On aura eu le temps de repérer et de s'orienter dans le lieu. Et j'aurai sûrement déjà trouvé un endroit où on pourra tous se rencontrer et être tranquille. Je suis en contact sur place avec un abonné qui connaît très bien. Donc lui aussi me permet d'organiser cela. Donc rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 à 14 h devant le pied du Mont Saint-Michel. Et on va se faire une sortie dans la baie, c'est-à-dire autour du Mont Saint-Michel, durant une marée basse. On va marcher pieds nus dans la vase. Ça va être un moment incroyable. Donc surtout, déchaussez-vous. Ne prenez pas de bottes, on sera pieds nus. Mettez soit un short, soit un pantalon que vous pouvez relever assez haut. On va se faire une balade tout en sécurité car on sera donc accompagné d'un guide. Ça va être un moment incroyable et exceptionnel, j'en suis sûr. Et n'oubliez surtout pas de prendre des habits chauds pour le haut du corps parce qu'il peut faire froid quand même. Et une bouteille d'eau pour vous rincer les pieds lorsqu'on sort de la baie et de quoi vous essuyer. Ensuite, on va tous sortir de la baie pour aller se trouver un endroit où prendre un apéro tous ensemble. Je vous laisse bien sûr gérer votre venue, votre retour chez vous, votre logement. Tout ce que je peux vous dire apparemment, c'est qu'il y a des navettes et des bus qui sont gratuites. Renseignez-vous de votre côté et également prenez de quoi boire. Je parle de l'apéro là. Et de quoi grignoter / manger. Voilà, chacun amène ce qu'il veut. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre, qu'on passe un bon moment. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que cette rencontre abonnée, je la fais aussi pour vous. J'avais envie sur cette aventure de vous dire merci. Hâte de vous rencontrer. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse maintenant l'épisode. Bon visionnage. Nous avons dormi ici. C'est notre chambre. Et les babines ont dormi juste en face. En fait, on les voit depuis la chambre. Coucou Babline. Ils sont encore à moitié endormis. Il y a un petit verger. Alors j'ai barricadé ça hier soir avec tout ce que je trouvais. Les cordes. Et également les bas. Et ça a marché. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une route juste à côté. C'est quand même un grand lieu de passage. C'est même ce qui m'a réveillé ce matin, moi. Tous les camions et toutes les voitures qui passent. Donc fallait qu'on soit attentif. Bon, après les ânes s'échappent rarement, mais bon, je préfère quand même pas prendre de risques. Et vous voyez, il y a un petit en fait tout le village il est entouré d'une sorte de muraille comme ça. Il fait beau. On se réveille doucement, on va aller boire le café là. C'est le premier truc que je fais, c'est que je sors le chien et je viens voir les ânes. Et on va reprendre la route. Ça va ma Babline? Ça va ma Babline? Est-ce que tu bablines? Babline? Tu bablines, babline? Oh oui ma Babline. Ça va, c'est bien là. Putain, vous avez bien brouté, il n'y a pas trop de caca, vous n'avez pas trop défoncé les petits arbres, nickel. Bien joué, je suis fier de vous ma Babline. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée de crotte. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît.
Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Nous quittons le vieux moulin. C'est le bâtiment que vous voyez derrière. C'est là où on a passé la nuit. Tenu par un Irlandais et son épouse bretonne. 2 vrais Celtes, ils avaient des vrais prénoms à l'ancienne, gaélique. Ils nous ont indiqué ce petit chemin, qui est un passage secret pour aller directement au village, sans repasser par la route, qui est carrément dangereuse en fait. Ils ont été super sympas, ils nous ont offert les cafés ce matin. Bref, en fait on a de la chance qu'à chaque fois quand ils voient notre aventure et les ânes, les gens sont très généreux. Ils aiment bien ce que ça renvoie comme image. Ça j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que les ânes nous... C'est pas que ça nous ouvre des portes, mais ça nous donne de la sympathie immédiate. Donc on va traverser le village d'Édé et se renclencher sur le GR37. Le château de Édé. Ok, on est monté en haut sur le village. T'as un énorme parc, en fait on aurait pu mettre les babines ici aussi. Les vieilles ruines du château. Hein? Oh non, j'en ai souvent entendu parler mais j'en avais jamais vu en vrai. Une tondeuse électrique automatique. C'est donc ça l'avenir. Allez, ça y est, on part. On est sur le GR37. Et alors de bon matin, j'ai un petit problème avec mon application de marquage GPS. Tous les jours, depuis le début de cette aventure, et même sur toutes mes autres aventures, j'utilise une application qui s'appelait IGN Rando. C'est une application en gros, dessus tu peux faire un tracé GPX, c'est-à-dire que tu vois le parcours que tu as à faire. Et après, tous les jours, je lançais l'enregistrement, qu'en fait, ça enregistrait tous les endroits où j'allais. Comme ça, en fin de journée, c'est ce qui me permettait de voir combien de kilomètres j'avais fait. Je vous en avais de nombreuses fois parlé. J'utilise 2 cartes principalement sur mes aventures. C'est Géoportail qui s'est renommé, je crois, carte IGN tout simplement. Et après, IGN Rando. Mais IGN Rando, depuis quelques temps, me faisait... Oh, c'est joli ici. En fait, on est le long d'un petit canal. C'est ça qu'ils appellent le chemin des Allages. En fait, cette fameuse carte que je vous parle là, qui enregistre mon tracé tous les jours, ça faisait 2-3 jours qu'avec Charlotte, on avait remarqué qu'il buguait. En fin de journée, quand j'enregistrais, quand j'arrêtais l'enregistrement, ça me mettait message, erreur, machin, problème lors de l'enregistrement et tout. Et donc, les kilomètres tous les soirs, c'était pas trop les bons. Il avait oublié de m'en compter et tout ça. Et là, ce matin, il me dit votre logiciel a besoin de faire une mise à jour, machin. Donc, je clique. Et là, en fait, ça m'a tout effacé, chat. Tout notre parcours depuis le début, ça me l'a effacé. Si, tous nos kilomètres chaque jour depuis Carnac, ça a tout effacé. Ouais. Donc en fait, je vous explique, c'est parce que le site a changé de propriétaire ou je sais pas quoi. Donc ça s'appelait IGN Rando, mais maintenant ça change de nom. Ça va s'appeler WeTrek. On n'a pas envie. Mais toujours est-il que, bref, changer ou pas changer. Mais en fait, j'ai plus accès à toutes mes données, donc j'ai réussi à retélécharger dessus. Bon, je vais l'ouvrir, je vais vous expliquer. Vous voyez, ça c'est les 2 logiciels que j'utilise. Donc ici, il y a carte IGN. C'était anciennement Géoportail. Donc lui, c'est le mieux. Hein. Lui, il n'y a pas à chier, c'est la meilleure des cartes. Avec tous les points bleus, ça, vous l'avez vu. Et puis,
voilà, on peut zoomer, machin. Et puis on suit le GR37, qui est cette ligne rose. Mais ça, il n'y a pas un tracé GPX. En gros, c'est juste une carte. C'est comme si j'avais une carte papier et c'est à moi de zoomer. Donc l'autre carte où il y a le tracé GPX, justement, celle-là, IGN Rando, qui est en train de changer de nom. Donc elle s'appelle encore IGN Rando, mais ça va pas durer. Et là, déjà, vous voyez, ça a changé. C'est plus le même fond de carte, là. Et ça m'a gommé. Putain, je suis dégoûté. Vous voyez, Carnac, là, il y avait tout notre tracé du début d'aventure qui partait là jusqu'à quasiment Brest. Et ensuite, tout ça. Donc ça m'a niqué, ça m'a effacé toutes mes données. Et là, le trait rouge que vous voyez, ben ça, c'est pas nous. C'est parce que j'ai réussi à retélécharger le tracé GPX sur Internet du GR37. Donc ça, en fait, c'est juste le GR37. Mais là, ça n'a pas, c'est pas notre parcours, ça nous a pas enregistré nos variantes et tout. C'est le vrai GR37, celui-là. Donc voilà, et là vous voyez j'ai réussi, je viens de lancer l'enregistrement dans cette matinée. Donc c'est ça là, mon trait bleu. Mais en gros je suis vraiment dégoûté quoi, à cause d'une mise à jour. En fait c'est des histoires de droits d'auteur, figurez-vous, tout ça. C'est des histoires de droits, d'utilisation de cartes et tout ça. Donc en gros, pas de panique, ça change rien à notre aventure. C'est juste que depuis le début, le jour 1, tous les jours j'ai enregistré notre tracé. Et on aurait pu comme ça voir exactement le nombre précis de kilomètres qu'on avait fait si on avait additionné tous les jours à la fin de notre aventure. C'est exactement ce qu'on avait fait sur les pionniers. Donc on savait exactement le nombre de bornes qu'on avait fait. Là du coup ça m'a effacé toute la première partie de notre aventure. De Carnac jusqu'à quasiment Brest. En fait de Carnac jusqu'au Mont-Saint-Michel de Brasbar. Là où on a commencé à s'enclencher sur le GR37. Ça m'a tout effacé. Donc c'est pas grave. Mais ça fait un peu chier quand même. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais vous en parler de ces cartes. Parce que dans chacune de mes aventures, je vous en fais part. Et vous êtes nombreux à chaque fois à me dire, mais c'est quoi les cartes que tu utilises? Elles sont malades. Sachez qu'elles sont gratuites. Et certains sites essaient de vous les faire payer. C'est ça l'apothéose. Hein. Parce que c'est tellement des cartes recherchées et utiles. Vous voyez, nous, ça nous permet de trouver des points d'eau. On trouve même des hôtels, on trouve de tout en fait, on trouve des campings, on sait les dénivelés qu'on va avoir, le nombre de kilomètres, on trouve des GR. Quand on est perdu, on arrive à s'orienter juste avec ça. En plus, c'est des cartes qui fonctionnent même quand tu ne captes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu l'as préchargé en amont, tu peux l'utiliser même sans capter. Donc les cartes IGN, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais je vais vous expliquer pourquoi elles sont uniques. En fait, c'est sous Napoléon. Napoléon a lancé une cartographie d'ampleur oufissime, de grande ampleur de la France en fait. Il voulait absolument avoir la carte la plus détaillée et précise possible. Alors lui c'était avant tout dans une démarche on va dire militaire et stratégique. Mais en fait les cartes IGN viennent de là, tiennent de leurs origines de ça. Et dites-vous que ça c'est unique à la France. C'est pour ça que dans ces aventures, à chaque fois que vous nous voyez aller dans un pays différent, du style on est en France puis d'un coup on passe en Espagne, ou on est en France et d'un coup on passe en Italie, on n'a plus la carte, vraiment ça s'arrête aux frontières, la précision de ces cartes, et après on est obligé de trouver des cartes topo, ce qu'on appelle, mais qui sont souvent bien moins belles, bien moins précises, bien moins détaillées que les cartes IGN. Alors ce que j'appelle par détaillé, c'est-à-dire que avec les cartes IGN, tu as tout, tu as le moindre espace vert, tu as limite le moindre arbre qui est dessiné. Tu as tout qui est dessiné, tu as même les fontaines, les rivières. Donc c'est comme ça que nous on trouve. En fait c'est les meilleures cartes du monde. Mais c'est unique à la France. Parce que moi à l'époque je me rappelle, je m'étais dit, bon d'accord, en France on a les cartes IGN. La meilleure c'est la Topo 25, c'est celle que j'utilise tout le temps. Topo 25 en fait c'est le rapport d'échelle. Tu as des Topo 100, Topo 50, Topo 1000. En fait la 25 c'est la plus précise. Je me rappelle qu'avec Charlotte j'avais dit mais quand même en France on a ça, on va bien finir par trouver, quand on est en Italie, l'équivalent italien. Il doit bien y avoir la carte topo, mais italienne. Et en fait on ne l'a jamais trouvé. Alors à force de recherche on avait fini par trouver une carte qui était correcte, qui était même géniale, qui nous a aidé sur la fin de notre aventure. Mais c'était pas la fluidité et l'efficacité des cartes IGN. Et je me rappelle, je m'étais dit mais c'est quoi, pourquoi ça existe qu'en France? Parce que moi je croyais que c'était... Je m'étais pas intéressé à ça, je pensais que c'était mondial quoi. Je me disais mais je dois pas cliquer sur les bons boutons, je dois pas trouver, mais ça doit bien exister les cartes IGN des autres pays. Non, c'est uniquement en France qu'on a ça. Par la France, j'entends France et pays d'outre-mer, hein, Corse et compagnie. Donc sachez que c'est un héritage qui nous vient de Napoléon. Voilà, on est un des rares. En fait, il y a très peu de pays qui se sont occupés de faire une carte aussi précise
et la mettre à disposition des gens. Donc si vous voulez ces cartes, comme je le disais, elles sont gratuites. Il faut, à l'époque c'était Géoportail, le nom de l'application sur smartphone. Maintenant ça a changé, ça s'appelle Carte IGN. Vous les avez gratuitement. Mais attention, sur toutes les autres applications, n'importe laquelle que vous utilisez, si vous voulez les cartes IGN Topo 25, je précise bien les topos, ils vont vous demander souvent un abonnement du style on vous débloquera ce fond de carte, ça s'appelle un fond de carte, si vous payez machin. C'est pour ça que moi j'utilise deux cartes. J'utilise une pour le tracé GPX qui me montre le chemin à suivre et qui me permet d'enregistrer tous les kilomètres que je fais. C'est une application gratuite, la fameuse IGN Rando qui est en train d'être achetée ou modifiée. Donc je pense que petit à petit je vais arrêter de l'utiliser si ça commence à devenir de la merde. Et j'utilise Carte IGN pour avoir toujours cette carte précise et détaillée qui nous permet de nous orienter tout simplement. Je vous assure que ces aventures ne seraient pas les mêmes sans les cartes. Je pense que je suis devenu... Après c'est quelque chose qui m'a toujours plu, quand j'étais petit je faisais de la course d'orientation. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, la cartographie et l'orientation avec les boussoles et tout. Mais là je suis devenu j'ai un sacré level maintenant. Bon, en vrai quand tu sais lire les cartes c'est pas compliqué. Mais je me rends compte quand même que quand tu fous une carte sous les yeux de gens pas habitués, tu vois, c'est un peu du chinois sur le coup. Mais à force de l'utiliser, surtout que nous, ça devient vital. C'est pas vraiment juste un gadget ou un accessoire. Je vous jure, il y a des situations où des fois on était dans des forêts, on était dans des chemins, on savait pas si on était loin, machin, un bidule. Tu croises pas toujours une personne pour demander ta route ou un panneau. Sans les cartes, on n'y arriverait pas. Donc c'est vraiment grâce aux cartes. Je l'ai même déjà dit à Charlotte, j'ai dit c'est fou. J'en parle pas assez, mais dans mes aventures, je pense que c'est le truc le plus important en fait. Oui d'accord, faut trouver à boire, à manger, machin machin. Oui, mais si t'as pas de carte, tu tournerais en rond, tu perdrais ton énergie. C'est un des trucs que je vous parle le moins en vidéo et pourtant c'est... Je pense que c'est le truc de base à faire quand tu pars en rando comme on fait là. Et le pire, dites-vous, c'est que ma première rando publique, celle que j'ai filmée et que j'ai mis sur les réseaux, donc je parle de chemin de Compostelle, je l'ai fait sans carte. Le GR65, je suivais que le balisage. Mais même maintenant, ça me paraît abstrait. Je me dis, mais comment j'ai fait ça en fait? Parce que quand je vois à quel point on l'utilise, parce que vous voyez bien, là par exemple, on est sur un petit sentier, le bord de l'eau, mais ça, nous, on n'est pas des gens du coin. Ça, il y a seuls les habitants qui vivent ici, qui connaissent ces petits chemins qui relient deux villages. Donc si tu veux, nous, si on n'avait pas la carte, on serait peut-être sur la route à côté, ou on serait peut-être sur un chemin beaucoup plus nul. Et en fait, c'est vraiment en étudiant les cartes qu'on trouve toujours un chemin parfait pour nous rendre à notre destination coordinate. Pour terminer sur cette histoire de carte, je suis tombé un jour sur une vidéo d'Arte, la chaîne de télé là, qui parlait de ça, par le plus grand des hasards. Qui parlait précisément de la question que je me posais. Qui disait pourquoi en France nous avons les cartes IGN, machin. Là, j'ai tout arrêté. Je dis oh putain, ça va répondre enfin à la grande question que personne se pose. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que c'était sous Napoléon et qu'en fait, en effet, c'était un truc propre à la France. En France, c'est tout simple. J'achète les cartes de l'IGN, l'Institut géographique national, qui quadrille l'intégralité du territoire français à toutes les échelles différentes. À cette échelle, il faut à l'IGN plus de 1500 cartes pour couvrir le territoire. En Allemagne, je n'ai jamais trouvé l'équivalent. Et longtemps, j'ai mis cela sur ma propre incapacité à dénicher les bonnes cartes, jusqu'à ce que je comprenne que la raison était peut-être tout autre. Et que c'est pour ça que si tu vas dans un autre pays, tu vas devoir... chaque pays fait sa propre cartographie en fait, c'est normal, c'est au pays de s'occuper de son territoire. Mais voilà, en fonction des pays, t'as pas les mêmes détails, t'as pas les mêmes précisions. Donc si vous partez à l'étranger et que vous voulez vraiment une carte, vous dites pas spontanément comme moi je me disais avant, j'irai sur l'application IGN et je trouverai. Non, non, parce que des fois, sur une même application, tu vas avoir le petit point bleu qui dit ta position, qui va se déplacer sur la carte, et puis si tu approches d'un pays qui lui n'a pas de carte, en fait le point bleu va briller dans du blanc, quoi, dans une zone vide. Donc après il faut que tu télécharges la carte du pays, machin. En fait c'est toute une orga finalement. Voilà, bref, je vais pas plus m'étendre sur les cartes, mais vu que là j'ai eu un problème d'application, ça me semblait intéressant de vous en parler parce que vous êtes quand même nombreux à me poser la question de ces trucs là, quoi, de quelles applications j'utilise. Bon, je profite de ce petit chemin beau et calme pour vous parler aussi de ce qu'on a fait ce matin. On commence à se poser la question de notre organisation par rapport à notre arrivée au Mont-Saint-Michel, car on arrive bientôt. On va pas y arriver une nuit et puis dormir et puis voilà, c'est fini.
Nous, on va arriver, on va se poser, on va mettre les ânes quelque part. Eux, ils auront fini leur aventure. Et ensuite, nous, on va aller visiter le Mont Saint-Michel, se reposer, souffler, savourer la fin de notre pèlerinage. Moi, je vais faire la vidéo pour essayer de faire de belles images. Hein. Je parle du tournage, pas du montage, parce que le montage, je le ferai un peu plus tard. Bref, voilà, terminer notre aventure. Donc, on a besoin de trouver un point de chute qui soit pas trop loin du Mont Saint-Michel, parce que je crois pas qu'on va pouvoir aller avec les ânes vraiment au Mont Saint-Michel même. Donc, on regarde les alentours. Bref, on est sur cette organisation-là. Et alors, le truc, c'est que je vous explique. J'ai 2 abonnés qui m'ont dit Céleste, j'ai un abonné qui m'a envoyé une première adresse, qui m'a dit regarde ça, ça pourrait t'intéresser peut-être. Donc il m'a donné l'adresse d'un endroit où on pourrait aller pour la fin de notre aventure. Et j'en ai un autre, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas concertés, qui m'a envoyé une information assez importante, qui m'a dit Céleste, en tant que pèlerin, vous avez le droit de dormir au Mont Saint-Michel, carrément. Donc en fait, ce matin, je me suis occupé de ça. J'ai d'abord écrit au premier endroit où on pourrait arriver avec nos ânes et se poser plusieurs jours. Et ensuite, j'ai écrit à l'endroit, au Mont Saint-Michel même, sur l'île quoi, où on pourrait passer une nuit en tant que pèlerin. Donc voilà, je suis dans l'attente de ces réponses. Je vous en parle parce que ça fait partie des petits trucs en coulisses, en off qu'on fait. L'organisation, d'habitude, on laisse faire les choses hein, quand même. Vous voyez bien dans ces vidéos, on organise assez peu, on fait un peu au feeling. Mais sur la fin de ce périple, c'est pratique en fait. On peut pas débarquer avec les ânes comme ça et après se retrouver comme des cons avec le bébé, avec notre tente pourrie et le matelas crevé et tout. En plus, je sais pas trop la météo qu'il va faire. Enfin, vous voyez. Donc, on est un peu obligé de jouer la carte de l'organisation. Voilà, c'est dans les grandes lignes. Donc là, on est dans la phase où on a écrit les mails, les messages et on attend des réponses. Mais je tiens à remercier les 2 abonnés qui m'ont chacun fait une proposition de ces informations, qui m'ont partagé ces infos. Mais également, j'en profite pour remercier tous les autres abonnés qui nous ont tout le temps proposé de passer des rencontres et tout ça sur cette aventure. On n'a fait que vous rencontrer, c'était génial, c'était exceptionnel. Et vous nous avez de nombreuses fois grandement aidés. Donc merci à tous et toutes celles qui nous ont proposé leur aide. Donc là, on est bien sur le GR37. Regardez, il y a une belle petite écluse ici. Donc on est de nouveau sur un grand canal. C'est pas le canal Nantes-Brest, si? Elle veut jouer avec le chien, elle embête le toutou. Tu veux te rouler, Violette? Allez, dépêche-toi. Bon, c'est trop long, Violette, nous on y va. Hein. Tout ça pour ça? C'est, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a partagé il m'a annoncé que les 2 youtubeurs qui avaient... Enfin, c'est pas vraiment des youtubeurs, c'est des streamers, ils font des lives. Il y en a 2 là, Bilal et Nico, Bilian ou je sais plus comment ils s'appellent, qui ont traversé la France du sud au nord à pied en faisant un live tous les jours. En gros, ils ont fait ça en live. Ils ont mis, je crois, 24 jours pour relier Montpellier à Paris, si je dis pas de bêtises. Alors, ils n'étaient pas du tout dans des chemins de rando, c'était vraiment de la grosse route ligne droite. Donc, ils ont tracé. Et ils ont fait ça en live. Bon, moi, personnellement, c'est pas du tout le genre de truc que je regarde. Je trouve les 2 personnages inintéressants au possible. Et en plus de ça, quand tu regardes les vidéos, ça fait plus mal au cœur de voir que... T'as l'impression de voir une France débile et gogole que vraiment un truc... Enfin, je trouve pas que ça fait une belle image. C'est un peu l'opposé de ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube, quoi. Où nous, on met un peu de la poésie, on vous fait découvrir des lieux mystiques, il y a une histoire, il se passe quelque chose, en fait. C'est pas juste de la pure performance et pour l'ego, tu vois. Eux, c'est vraiment un truc d'ego. Donc, j'ai pas spécialement été voir qu'est-ce qu'ils font, mais forcément, vu que ça parle de marche et de rando, il y a plein parmi vous, ma communauté, qui m'ont envoyé genre ah, Céleste, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu, ils font comme toi et tout. Non, on fait pas du tout pareil, même si dans les 2 cas on marche, c'est quand même le jour et la nuit hein, pour moi. Mais bref,
félicitations à eux quand même d'avoir accompli cela. C'est pas tous les youtubeurs qui font ça, streamers du moins. Ça les a sortis un peu de devant leur PC et leur chambre, qui doit sentir la sardine, donc c'est pas plus mal. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une personne parmi vous m'a écrit un commentaire que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a dit: Céleste, je sais pas si tu as vu ces deux youtubeurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont rien de profond à faire. En gros, il me disait, ils ont fait leur marche pour finalement faire un peu de buzz, faire parler d'eux, parce que c'est un peu leur unique but, qu'ils soient sous les projecteurs, on va dire, qu'ils se mettent en avant. Et cette personne disait, vous, quand vous voulez arriver au Mont-Saint-Michel, vous avez envie de faire ça dans une sorte d'intimité, de trucs un peu personnels, pas en grande pompe avec 10 000 abonnés qui vous accueillent. Et dans ce commentaire, il disait, je cite encore, qu'il pense que Nico et Bilal, là, c'était exactement ce qu'ils veulent, l'inverse. Eux, justement, quand ils veulent arriver, c'était le truc, ils ont fait un coup de com', en fait, un coup de pub. Donc en fait, il soulignait la différence de démarche entre nous qui faisons finalement un vrai pèlerinage et eux qui font un truc pour l'ego, pour presque à l'opposé. Et là, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, et c'est celle-là que je voulais vous parler. Pas longtemps, là, j'étais en train de scroller comme un gogol, et je suis tombé sur une vidéo d'un mec, en fait c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de vidéo, qui disait ah, vous voulez trouver des idées de contenu pour avoir toujours un sujet à parler en vidéo, alors demandez à ChatGPT de vous sortir 20 idées de vidéos, machin. Bon bref, et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est le monde à l'envers. En fait, les gens de nos jours, à cause des réseaux, tout le monde peut filmer. Mais tout le monde n'a pas un truc à dire. Mais il y en a, ils veulent quand même faire des trucs, mais ils savent pas quoi. Du coup, ils sont obligés de demander à ChatGPT ou bref, à trouver des sujets à aborder en vidéo, alors qu'en fait, d'eux-mêmes, ils n'ont rien de créatif. Ils ont rien, c'est un peu le néant, quoi. Ils n'ont rien à dire. On est dans un monde actuellement où, vu que tout le monde a de l'ego surdimensionné, tout le monde pense pouvoir filmer et avoir des trucs intéressants à dire. Ils se lèvent le matin en se disant « Qu'est-ce que je pourrais filmer aujourd'hui? Il faut absolument que je filme. » Parce qu'ils se sentent obligés de devoir filmer. Ah, moi aussi je veux être youtubeur, moi aussi je veux être connu, moi aussi je veux être une star, moi aussi je veux gagner de l'argent. Mais j'ai rien à dire. Merde, comment faire? Bon, alors ChatGPT, trouve-moi des idées de vidéos. Mais est-ce que vous voyez le problème? Pourquoi tu veux filmer si t'as rien à dire? En fait, de base, filme pas. C'est pas une obligation de filmer. Comprenez bien que quand les gens filment, ils sont nombreux, hein. Parce que quand je parle des gens qui filment et qui n'ont rien à dire, je vous parle de... Ça va aussi bien des adolescents, des enfants, tout ça. En fait, c'est le néant, en fait. C'est le néant, c'est la culture du vide et du rien. C'est moi aussi, je veux être une star, donc je vais aussi filmer. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as à filmer? Qu'est-ce que tu as à montrer? Rien, mais je vais trouver. Donc ils se forcent à trouver des sujets, des thèmes. Et alors qu'en plus maintenant, encore plus avec les IA et les automatisations, le mec il disait, ouais, si vous faites, dans la vidéo que je vous parle, si vous faites une vidéo par jour, parce que c'est comme ça que ça marche, il faut harceler les réseaux, que tous les jours tu publies sur TikTok, Instagram, machin, voilà, vous prenez par exemple une niche, alors je donnais des exemples, voilà, vous parlez de cuisine, chaque jour vous trouvez une recette, puis après vous demandez aux IA de faire la vidéo, les images, les voix off et tout, et moi je me disais, mais attends, quand on est à ce niveau où en fait tu crées juste pour créer, en fait, vous comprenez, c'est pas parce que là c'est une création qui te tient à cœur ou que tu as quelque chose à partager ou à raconter, non, c'est vraiment une volonté de créer pour créer, quoi. Genre, on va boucher, comment dire, on va boucher les réseaux, on va les envahir, les inonder de trucs plats, sans goût, sans saveur, mais parce qu'on a la possibilité de le faire, on le fait. C'est comme ça que je vois le truc. Et je trouve ça ouf. À un moment donné, il faut bien comprendre que dans notre monde, c'est pas parce qu'on peut le faire que tu dois le faire. Et vraiment, je trouve ça fou parce que la personne qui m'a écrit son commentaire, en gros, c'était gentil, elle me faisait un compliment, elle me disait en gros, toi ce que j'aime dans tes vidéos c'est qu'il y a du fond, machin, on sent que tu as envie de créer et tout bidule. Et après elle démontait paradoxalement ces autres youtubeurs qui étaient un peu là à créer du vent, créer du vide où ça mène nulle part. Mais ça, c'est pas nouveau, en fait ça a commencé depuis longtemps. Moi déjà à l'époque je trouve que
Moi j'ai commencé YouTube avec des courts-métrages, je faisais des films, donc déjà toi il y avait une volonté de raconter un truc. Tu écris, tu écris un scénario, tu trouves des acteurs, tu filmes, tu fais du montage, des effets spéciaux. Il y avait une volonté de raconter une histoire. Et puis d'un coup tu avais ces youtubeurs qui débarquaient en mode j'ai rien à dire, je vais juste filmer mon jeu vidéo. Parce que c'est ça les premiers streamers. Ah bon, Squeezie il a commencé comme ça. Genre voilà, je veux absolument créer parce que c'est possible, mais je ne sais pas quoi créer, donc je vais filmer mon écran. Et maintenant ça vous paraît normal parce que tout le monde fait ça. On a l'impression que les streamers, c'est devenu un boulot, un streamer de faire de ça sur des jeux vidéo. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'au début c'est quand même des gens qui ont absolument rien à dire. Ils ne créent pas, ils créent absolument rien. Ils veulent juste exister à travers la vidéo. Et là ces deux là, Bilal et machin là, c'est exactement ça quoi. C'est en fait ils proposent rien, c'est un peu du néant, mais ils veulent juste exister. Ils veulent percer comme leur idole d'avant ont percé. Tous les Squeezie, les Michou, les Inoxtag et tout ça. Donc en fait, ils ont ce truc de moi aussi je veux le faire. Oui, mais en fait, avant de faire, essaye d'avoir un truc solide à nous présenter. Mais on est là dans un monde où en fait, le rien, le médiocre et le nul percent. Parce que entre gens nuls, ils se soutiennent. Donc forcément, les nulos devant leur écran qui regardent d'autres nulos, ils se disent ah cool, entre nulos on se comprend. Et du coup ça fait qu'on est dans un monde envahi de nulos et qu'on a l'impression que c'est ça la norme. Mais c'est pas la norme les gars, on abaisse cruellement, mais des fois je me demande, c'est pas volontaire en France, comment le niveau intellectuel et artistique, on l'a abaissé plus bas que terre. Pour être sûr que tous les mondes comprennent, on prend les trucs et on les aplatit. Comme je disais, on ne demande pas au resto merdique d'aller s'aligner sur le gastronomique, non. On demande au gastronomique de descendre ses exigences pour être aligné dans la médiocrité. Et donc nous là-dedans, ceux qui ont vraiment des trucs à dire et à créer, on doit exister dans ce raz-de-marée de merde. Raz-de-marée de merde. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'au début de YouTube, c'était plus facile de percer parce que forcément les premiers concepts originaux se faisaient remarquer comme une étoile filante, tu l'as. Mais quand à un moment donné, tout le monde allume sa chandelle, bah, le ciel, tu vois plus aucune étoile, quoi. C'est juste, bah, il fait jour en fait. Bah, c'est ça. Actuellement, je trouve qu'Internet, c'est devenu la tour de Babel. Tout le monde vient raconter sa vie, tout le monde vient faire des trucs, mais même ceux qui n'ont absolument rien d'intéressant à faire. Et du coup, ça vient rajouter au brouhaha merdique sur des couches et des couches de lasagne de merde. Et en fait, à un moment donné, ben voilà, on est dans un bruit permanent et de la médiocrité constante. Après, je sais très bien ce qu'on pourrait me dire. Hein. Qui sommes-nous pour juger le travail d'un autre? Je veux dire, même celui qui fait quelque chose que moi je pourrais estimer nul, ou comme la culture du vide, le néant intellectuel, ça se trouve pour d'autres ça va leur parler et tout. Oui d'accord, mais il faut bien comprendre que il y a quand même une différence entre quelqu'un qui bosse vraiment, qui fout ses tripes sur la table, et quelqu'un qui allume juste une webcam, qui a rien d'intéressant à raconter, et qui essaye de réagir en faisant soit du drama pour avoir un semblant de contenu, soit qui va faire des réactions à quelque chose, genre tu sais, ceux qui se filment rire. Tu sais, genre ils regardent, il y en a, je sais pas si vous vous rendez compte, leur contenu c'est, ils regardent une émission, et en fait, nous on les regarde, lui regarder. C'est comme si moi je matais le Seigneur des Anneaux, je mettais une caméra vers ma tête, et vous me regardez le Seigneur des Anneaux. C'est limite de la performance artistique à ce niveau-là, remarque, on peut voir ça comme ça, hein, pour essayer de sauver les meubles. Je pense pas qu'il y ait du mépris à avoir, je veux dire, n'importe qui peut créer. Je vais quand même mettre de l'eau dans mon vin. N'importe qui peut créer. Mais ce qu'on demande aux gens, c'est que d'avoir au moins quelque chose à dire. Faites pas du bruit pour du bruit. Quand tu vas voir un concert de musique, toi tu es dans la foule, puis il y a les artistes sur scène en train de jouer. Si on va par là, tu es venu écouter la musique parce que les artistes ont un morceau à proposer. Mais c'est pas parce que tu peux faire du bruit en prenant ta fourchette et une casserole et taper dessus que tu vas le faire. Parce qu'imagine pendant que les gars jouent leur concert, si tous les gens dans la foule se disent « Ah mais moi aussi je peux faire du bruit, moi aussi je veux qu'on me regarde ». Vu que là tous les regards sont pointés vers la scène, moi aussi je veux qu'on me regarde. Donc du coup tu vas commencer à prendre ton assiette, à taper dessus, ta chaise, tu vas faire du bruit. Donc tu vas commencer à déconcentrer le concert pour attirer l'attention. Tu vois, on revient sur ça, sur l'ego, l'attention. Le fait de vouloir exister à travers le regard des autres. Et si tout le monde fait ça, ça fait un bruit, un bordel général. Donc finalement le concert de musique on l'entend même plus parce que tout le monde fait du bruit dans son coin. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait actuellement les réseaux c'est devenu ça. C'est un bordel sans nom où tout le monde fait du bruit dans son coin.
Donc on ne sait plus quoi regarder, et il est vrai que se démarquer là-dedans, c'est extrêmement difficile. Alors moi, je ne vais pas dire j'ai la chance d'avoir réussi à me démarquer, parce que je pense que ce n'est pas de la chance. Je me suis sorti les doigts du cul, mais ça m'en a brûlé des ailes, je m'en suis crevé. Je veux dire mentalement et physiquement, je m'épuise à la tâche. Et quand je vois, si vous voulez, des fois qu'il suffit juste de faire le monde pour exister, parce que finalement moi aussi je cherche par mes vidéos à exister, tu vois ce que je veux dire, si on va par là. Mais sauf que moi, tout en voulant exister, j'essaye de proposer un contenu, que les gens qui cliquent soient récompensés, qui se disent ah ok, j'ai appris, ou j'ai découvert, ou je me suis amusé, j'ai rigolé, voilà. Bon, je parle beaucoup de bon matin dans ce vlog, mais j'ai plein de trucs à vous dire avant la fin de notre voyage. Et puis là, je profite surtout d'une belle ligne droite et de cette belle journée d'automne pour vlogger, car c'est un peu le genre de chemin idéal pour ça. On marche sur des châtaignes partout. Il y en a plein depuis le début. On longe un petit cours d'eau sur le côté. Puis vraiment l'ambiance, elle est automnale, mais automnale comme on aime bien, quoi. Pas la pluie et la brume, plus la châtaigne et le soleil. Il fait bon. On a cru comprendre que ça risquait de se gâter demain, alors on en profite. Alors ce que je voulais vous parler, je pense que ça va vous intéresser. En fait, cette aventure, les amis, de nous rendre jusqu'au Mont-Saint-Michel, je l'ai annoncé depuis super longtemps, dans plusieurs de mes vidéos. Ça fait très longtemps que j'ai micro-spoilé le fait qu'une de nos aventures allait être un jour de nous rendre jusqu'au Mont-Saint-Michel à la rencontre de l'archange. Alors, il me tardait de vous l'annoncer ce truc-là. Ce que vous allez voir, c'est un peu un petit jeu d'indices. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien des fois mettre des petits clins d'œil, des petits easter eggs, comme on dit, dans des vidéos ici et là, et après de vous faire une vidéo révélation. Tout a commencé lorsque j'étais sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je vlogue et je parle de plein de trucs. Je ne vais pas énumérer toutes les fois où j'ai cité ou prononcé le mot Saint-Michel, mais j'ai un exemple en tête précisément. Je vais essayer de vous retrouver l'extrait parce que même moi je ne sais plus trop dans quel épisode c'était, mais je me souviens par contre très bien du moment. J'étais en train de marcher sur Compostelle tout seul. Je faisais toujours une vidéo par jour, hein. Ce sont des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. J'arrivais dans une ville espagnole, alors c'était soit Léon, soit Burgos, soit Pamplemousse ou je sais plus quoi, Pamplonne. C'était dans ces eaux là. Il faisait nuit, j'étais fatigué. Et là, je passe à côté d'un camion qui avait un stickers collé Archange Saint-Michel. Et là, déjà, je m'en souviens que j'avais commencé à en parler. Oh, l'Archange Saint-Michel, je sais plus ce que je raconte, mais je vais essayer de vous retrouver l'extrait. À l'arrivée sur Burgos, j'ai vu un camion. Il y avait un autocollant sur le camion de Saint-Christophe. Bon, en fait, c'est de Saint-Christophe que je parle ici. Je sais pas pourquoi, de mémoire, j'avais l'impression que c'était l'Archange Saint-Michel. Donc finalement, cet exemple est raté, on passe au suivant. Donc ça remonte, hein. Donc après, je peux pas vraiment non plus, faut pas non plus que j'exagère. C'est pas parce que j'en ai fait allusion ou parlé dans une vidéo d'il y a presque 10 ans que j'annonçais le projet. Alors ça c'est original, regardez. Ils ont dû couper un arbre sûrement qui s'est arraché et ils en ont profité pour faire un petit fauteuil de Hobbit. Donc là vous voyez, on avance. Charlotte est au téléphone, en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye de nous trouver un logement pour ce soir, car ils annoncent de la pluie. Ensuite, une autre fois où j'ai fait allusion au Mont-Saint-Michel, laissant suggérer que j'allais bientôt m'y rendre, c'est peut-être sur mon aventure Le Messager. Alors je dis peut-être parce que là c'est la seule aventure où j'ai pas réussi à retrouver l'extrait. Donc je ne sais plus si je crois en avoir parlé et que ça se trouve je l'ai pas fait, ou si j'en ai vraiment parlé. Et je vais pas vous mentir, là dans l'immédiat j'ai la flemme de me taper toute la série Le Messager, tous les épisodes pour voir un petit passage qui peut-être n'existe pas, où j'aurais pu mentionner le fait que j'allais me rendre au Mont-Saint-Michel.
Donc je sais pas si parmi vous il y a des fans hardcore qui connaissent toutes mes vidéos par cœur, à tel point où ils savent où est-ce que la réplique a été dite, dans quel épisode et à quelle minute. Mais dans l'aventure Le Messager, vu que j'ai beaucoup parlé de spiritualité, ça ne m'étonnerait pas que j'ai dû mentionner à un moment donné le fait de me rendre au Mont Saint-Michel. Donc pour Le Messager, on va mettre entre parenthèses. Ensuite, celui-là il est un peu plus grand et plus évident, c'est sur l'aventure Les Pionniers. Ah oui bébé. À la toute fin, lorsque nous sommes arrivés à Rome, donc c'est quand on a été jusqu'au Vatican en calèche avec Charlotte, je vous ai créé un super épisode de plus d'1h30, peut-être même presque 2 heures, je sais plus combien il fait l'épisode final, mais on vous a fait visiter Rome en long, en large et en travers. C'était vraiment l'épisode, je pense que de toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, c'est une des plus belles vidéos. C'est la vidéo qui conclut, bah, c'est la plus belle vidéo en fait, c'est même celle où on me voit faire la demande en mariage, mettre le genou à terre. C'est... oui, je pense qu'elle fait partie de mon top 5 des meilleures vidéos de toute ma chaîne YouTube. Celle qui conclut l'aventure Les Pionniers. Et bien dans cet épisode-là, à un moment donné, on monte visiter un château. Et je crois que ça s'appelle d'ailleurs la tour Saint-Michel, il me semble, un truc comme ça. Et là, en fait, je m'arrête sur la statue, je la filme. Et pareil, je vais essayer de vous repasser l'extrait. Clairement, je fais référence au fait que le Mont Saint-Michel sera notre prochaine étape. Ici, nous sommes au Castel Sant'Angelo, ou autrement dit, le château Saint-Ange. C'est un énorme château fort qui domine la ville. C'est simple, on ne peut pas le rater, c'est une des premières choses qu'on a vues en arrivant sur Rome. Dites-vous qu'il a commencé à être construit au IIe siècle, et c'est devenu ensuite une forteresse au Moyen-Âge. En ce sommet, on retrouve l'archange Saint-Michel, un de mes préférés. Il symbolise la victoire du bien sur le mal. Il y a même un souterrain fortifié qui relie le Vatican au château. Donc vous voyez en fait l'archange Saint-Michel, depuis que j'ai découvert son existence, donc depuis très jeune en fait, j'ai toujours aimé ce qu'il représente. En fait de base ça a commencé simplement parce que j'aimais bien voir une statue avec un gros dragon, tu sais. Je trouvais ça génial. Quand t'es môme, que tu rentres dans une église ou un château et que tu vois juste un mec en train de se battre avec un dragon, ça t'évoque un truc. Toi c'est une image fantastique. Le dragon c'est des créatures légendaires, c'est ça qu'on veut voir en fait. Je parle vraiment d'un point de vue enfantin, l'icône que ça représente. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils représentaient les statues. Vu que les gens, tout le monde ne savait pas lire et écrire, il fallait des symboles forts pour marquer l'esprit des gens. Donc Saint-Pierre, il a les clés du paradis, bon ben on lui fait 2 clés, tu vois. Donc comme ça, quand tu rentres quelque part, tu connais pas le visage du gars, tu sais pas à quoi il ressemble, mais si tu vois juste qu'il a 2 clés, ah oui ok c'est Saint-Pierre. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est des archétypes. Ici aussi, on en a déjà parlé, les archétypes dans ces vidéos. C'est ça, en fait, c'est pour parler même à celui qui n'a pas la référence. Il n'a pas spécialement lu la livre, ou il sait pas lire, ou que sais-je, il parle pas la même langue. Oui, mais ça, ce symbole-là, il le reconnaît. C'est à ça que servent les statues ou les représentations dans les églises, dans les châteaux, n'importe où en fait. C'est les prémices de l'écriture. C'est en fait, on s'adresse directement au ressenti intérieur, à ce que j'appelle donc l'archétype. Donc forcément quand tu rentres dans un lieu et que même si tu n'as aucune référence, hein, que tu sais pas que c'est l'archange Saint-Michel ou je sais pas quoi, tu vois juste un mec affronter un dragon, tu te dis wow, c'est puissant comme image. Parce que, et du coup après intérieurement ça va toucher ton archétype, ça va te dire maîtrise la bête qui est en toi. Et à l'époque ça pouvait, dans d'autres cultures, par exemple c'était le Minotaure. Maîtriser le Minotaure dans le labyrinthe. Le labyrinthe c'est quoi? C'est notre corps intérieur. Donc c'est un cheminement, tu dois te perdre pour tomber sur ton démon, ta bête noire, et l'affronter pour sortir de ton labyrinthe. C'est ça en fait. Ça va être le Minotaure, ça va être l'archange Saint-Michel, ça va être Georges et le dragon aussi. Même si Saint Georges qui terrasse un dragon dans les traditions chrétiennes peut ressembler à l'archange Saint-Michel qui terrasse lui aussi un dragon, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas les mêmes personnages. D'un côté tu as Saint Georges, de l'autre tu as l'archange, mais ils font la même action, ils terrassent un dragon. Et finalement c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est le fait de dompter l'animal, de maîtriser la bête, pour pas se laisser perdre par le diable, parce que le dragon, c'est aussi ça, c'est un truc qui crache du feu, qui a des cornes, tu vois, donc en fait le dragon peut être aussi la créature fantastique, légendaire, mais aussi ça peut être la représentation du diable, de Satan, qu'il faut maîtriser, tu vois, qu'il faut dompter. Et donc on appelle ça le symbolisme.
Je vous parlais d'archétype, mais ça peut aussi apporter le nom de symbolisme. On va représenter le symbole qui va donc aller s'inscrire quelque part dans notre cœur, dans notre tête, et après avoir un impact. En fait, quand vous regardez des icônes et des images, ça vient d'une certaine manière comme planter une petite graine dans votre esprit qui va germer toute seule. Vous n'avez pas spécialement besoin de méditer ou de lire 3 plombes sur un sujet, parce que c'est le concept même des artistes de l'époque. Quand un artiste fabriquait sa statue, sa sculpture, son vitrail, son architecture et tout, il mettait des symboles alchimiques, ésotériques, un peu ici et là, pour que quand tu le regardes, ça aille s'imprégner en toi et ça te travaille. Ça travaille des forces, inconsciemment, pour, idéalement, que tu évolues vers le chemin du bon, du juste, du droit et de la lumière. Bon bref, tout ça pour dire que donc, ce symbole-là, moi, me fascinait de voir un mec terrasser un dragon, parce que ça vient aussi de ma culture de gros bébé, quand je lisais petit, par rapport aux jeux vidéo, aux BD, aux films que je regardais. Forcément, après, quand tu vois un mec qui terrasse un dragon, c'est comme les gargouilles, ça m'a toujours fasciné. Les mecs, ils se font chier à fabriquer une putain de cathédrale, puis ils mettent des grosses créatures, je trouve ça trop bien, tu vois, ça joue avec l'imaginaire, en fait, et c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, en tout cas, ce côté bestiaire fantastique. Donc oui, l'archange Saint-Michel, il est vrai que j'ai su assez vite qu'un beau matin, j'allais aller faire une randonnée jusqu'au mont Saint-Michel. Et ben, c'est la vidéo, c'est Baluchon, la série que vous visionnez en ce moment même. Il y a un dernier point que je vais vous dire, où j'avais encore une fois annoncé la venue de cette aventure. Et celui-là, pour le coup, il est plutôt flagrant. Certains d'entre vous l'avaient entreaperçu et deviné. C'est l'année dernière sur notre aventure tandem suivi des pinsuits en Corse que j'ai nommé l'aventure du Graal. Là, ça va être une grosse révélation que je vous fais. En gros, tandem saison 1 et pinsuit saison 2 racontent la même histoire, celle où on recherche le Graal. Tout ça, c'est des séries qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir les épisodes avec une vidéo par jour, comme d'habitude. Donc le premier tandem, on a traversé la France en tandem avec un vieux vélo des années 50. Le deuxième, pinsuit, on a traversé la Corse à pied sur le GR20. Et puis la révélation finale, c'était que Charlotte m'annonçait donc la venue de notre enfant. Parce qu'à la fin de chaque grande aventure, il y a une révélation. À la fin du messager, je rencontre Charlotte. Donc en fait, c'est la rencontre, c'est la création du couple. À la fin du pionnier, je fais ma demande en mariage. Donc on voit nos fiançailles. Enfin, on voit exactement la demande en mariage. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de l'aventure du Graal, vu que ça fait un triptyque, il y a donc l'annonce de la venue de notre enfant. À chaque fin d'épisode, il y a un twist, on pourrait dire. C'est pour ça que moi, c'est pas juste des vidéos de marche. En fait, tu vois ce que je veux dire, il y a toute une histoire derrière. Là, encore une fois, j'en ai déjà parlé. J'en parle beaucoup mieux dans cette vidéo-là, qui s'affiche devant vous. Vraiment, je vous invite à la voir, cette vidéo. Parce que je pense que c'est elle aussi, elle fait partie du top 5 des meilleures vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Parce qu'elle résume beaucoup de choses. Elle résume Bunker Sauvage, elle résume notre manière de voir le monde, elle résume ce qu'on fait, en fait, nos activités. C'est une belle vidéo, elle m'avait demandé beaucoup de temps. Et je pense aussi que pour les gens qui nous découvrent depuis peu, qui découvrent Bunker Sauvage, c'est une vidéo qui résume bien un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc je vous la mets dans la description si vous voulez aller voir cette vidéo. Et dedans, je parle justement de ce truc que j'ai conçu mes vidéos, moi, comme un trio d'aventures, un triptyque, une trilogie en fait. Comme tu lirais Le Seigneur des Anneaux, La Communauté, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, comme tu lirais une trilogie, un des bouquins, j'ai conçu mes aventures en trilogie. Le Messager, Le Pionnier et Le Graal. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous avez le temps bien sûr, à vous mater idéalement ces 3 séries dans l'ordre. Mais donc maintenant on va s'attarder sur la 3e, le Graal. Donc elle-même est composée de 2 saisons. Elle est composée de Tandem, partie 1 si vous voulez, et Pinsuti, partie 2. Dans cette aventure, on trouve un bout de papier, on trouve un poème, c'est ce qui lance l'aventure. On trouve une phrase mystérieuse qui est écrite sur un parchemin. Le parchemin dit la phrase suivante. De l'ombre à la lumière, une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. C'est tout simplement parce qu'à la base, avec Charlotte, on voulait faire 3 aventures. On voulait faire Tandem, Pinsuit et Bretagne. En fait, cette année-là, la Bretagne, on voulait l'inclure dans ce trio. On voulait faire exactement 3 parties. Et donc, ce poème en 3 temps, de l'ombre à la lumière, c'est l'aventure en vélo.
une terre en pleine mer, c'est la Corse, c'est bien une terre en pleine mer. Le Graal tu trouveras où l'ange triomphera. L'ange c'est l'archange Saint-Michel. Et en fait le poème tu peux le lire de plusieurs manières car une terre en pleine mer faisait aussi référence à l'îlot du Mont Saint-Michel. Et de l'ombre à la lumière faisait aussi référence à l'archange Saint-Michel qui est la lumière qui écrase les ténèbres. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces 3 petites phrases généraient à elles seules 3 aventures, mais en même temps, en parlaient finalement d'une seule. C'est un peu compliqué à concevoir, j'avoue. Des fois, je vais chercher bien loin, mais c'était l'idée de base. Et ce qui a fait qu'on n'a pas pu la faire directement l'année dernière, c'est le manque de temps, tout simplement. C'est que bébé arrivait et en fait on ne pouvait pas se lancer, l'accouchement, les dates et tout ça, enfin bref, il y a plein de trucs qui se mettaient en jeu. Donc finalement on s'est dit bon ben on laisse tomber la Bretagne pour cette année et le Mont Saint-Michel et on fera ça du coup l'année prochaine et donc c'est cette année, c'est ce qui a donné cette aventure. Donc en fait oui, bravo à celles et ceux qui l'avaient deviné, mais en effet l'année dernière quand on lit le parchemin, notre but ultime était en effet, la conclusion devait être d'aller jusqu'au Mont Saint-Michel. Mais finalement, par manque de temps, on a réussi scénaristiquement à bidouiller quelque chose pour que ça se conclue comme ça s'est conclu sur Pink Souti. Et finalement, je suis très heureux de ce final avec ce côté l'ange triomphera, avec la lumière qui passe dans ce rocher. Bon bref, pour ceux qui l'ont pas vu, je ne veux pas trop vous spoiler. Mais je trouve qu'au final, la conclusion qu'on a fait est presque aussi belle, voire meilleure que celle que j'avais prévue de base. Et comme ça, cette année, ça fait une toute autre aventure qui est détachée de ce triptyque que je vous parle. Et moi, comme je vous dis, c'est aussi pour ça cette année j'ai un peu levé le pied sur les vidéos. Je suis allé à la cool. Je me prends moins la tête parce que je suis moins dans une création absolue d'une œuvre complète. Je suis plus maintenant, c'est bon, entre guillemets, j'ai un peu plus rien à prouver. Je veux aussi profiter des randos. Voilà. Bref, ça me semblait bien de vous préciser tout ça. Mais ce pommier, putain, je crois que j'ai jamais vu un pommier comme ça. Il est immense, et regarde comme il est plein. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Viens, Violette. Voilà. Et voilà, tout le monde est dans la clôture. Elles sont belles. Hein. C'est impressionnant. Il y a... Cette année, c'est une sacrée année à pommes. Mais attends, mais celui-là, il est... Wow. Ouais, je crois qu'il a craqué. Bon, les amis, regardez ce qu'on a trouvé pour ce soir. C'est culte. On a trouvé déjà un endroit pour mettre les ânes avec des moutons. Et en plus c'est un endroit qui est clôturé, donc on va pouvoir les laisser libres. Et il y a des pommes partout, regardez Balti il est en train de se goinfrer de pommes. Et je vais vous montrer la maison après. Balti, doucement. Depuis quand Balti t'es le preneur de décision dans ce trio? Balti! Il est mongol Balti, hein, putain. Balthazar! Il est con. Qu'est-ce que tu fais, Balti? T'arrêtes de faire le gogol? Il voulait jouer avec, je crois. Bon, fin de journée pour nous. Aujourd'hui, petite journée, on va vous expliquer pourquoi. Mais on a quand même fait 12 km. Donc on a bien avancé. C'était relativement simple parce qu'on était le long du canal. Donc c'est ce grand chemin de halage au bord de l'eau, enfin un canal quoi. Et alors pourquoi on a fait une petite journée? Tout simplement parce que en cherchant un logement, on s'est rendu compte que soit on en trouvait trop tôt, c'est pour ça qu'on s'est déjà arrêté, c'est le premier logement qu'on a trouvé, soit après ils étaient trop loin, en fait ça nous demandait de faire plus de 20 bornes jusqu'au prochain logement. Donc on a coupé la poire en deux, on s'est dit on va prendre lui, même si aujourd'hui ça nous fait qu'une petite portion, comme ça demain ça nous fera moins loin pour aller au suivant, je ne sais pas si vous avez compris. En gros on ne trouverait pas de logement, donc on a dû prendre celui-là qui était... Si ça tenait qu'à nous, on aurait pu continuer de marcher aujourd'hui, mais vu qu'on ne trouvait pas de logement avant un long moment, on s'est dit bah on va prendre lui. Voilà, bref, je suis fatigué, je commence à manquer de vocabulaire. La grande nouvelle, les amis, ce qui est génial, c'est que c'est un putain de logement qui nous a rien coûté par rapport à ce que c'est. En fait, regardez, il y a une écluse juste là, et je vous l'annonce, on va dormir dans une maison au bord du canal, un ancien truc qui gérait les écluses, les maisons d'éclusiers, et je trouve ça trop cool, car depuis l'année dernière sur notre aventure tandem, et cette année, on a quand même passé 2 canals, on a fait beaucoup de canals,
ça nous a toujours intrigué avec Charlotte, ces trucs. On s'est dit, putain, ça serait cool de passer une nuit dans un gîte au bord de l'eau. Et on a réussi à en trouver un. Mais alors, attendez, ce qui est cool, c'est pas seulement ça. Ce qui est cool, en fait, c'est que nous, depuis un petit bout de temps, on a développé une technique. Quand on appelle les gens, les gîtes, les refuges ou les hôtels, on leur dit pas systématiquement qu'on est avec des ânes. Parce qu'en fait, des fois, on s'est rendu compte que ça faisait un blocage. Les gens se disent, oula, des ânes, non, désolé, on n'a pas ce qu'il faut. Parce que les gens, dans leur tête, s'imaginent qu'il nous faut un énorme terrain, il faut des clôtures avec de l'électricité, bref, que c'est de la gestion. Alors qu'en fait, nous, il ne nous faut pas grand-chose, il nous faut juste un peu d'herbe, et ça suffit. Pour une nuit, ça suffit en tout cas. Tu vois, on resterait plusieurs jours, là, je dis pas, mais pour une nuit, généralement, il ne nous faut pas grand-chose. Donc, en fait, quand on arrive, et que les gens voient les ânes, ils se disent de même, ah mais où est-ce qu'on va les mettre? Et en fait, après on leur explique qu'il nous faut juste un point d'attache. C'est beaucoup plus simple que par téléphone. Souvent, ça bloque un peu le naturel et la conversation. C'est une information qu'on s'est rendu compte que les gens qui n'ont pas l'habitude des ânes ont un peu du mal à gérer. Je suis trop content ce soir qu'on dorme là, sur le canal au bord d'une écluse. Donc il est pas tard aussi, c'est ça le truc. C'est que là, il est 17 h. Donc on va pouvoir souffler. Parce que je vous cache pas que les 2 derniers jours, là, ils nous ont éclaté. Là, on a enchaîné trop de bornes. Ça nous a un peu tué. Donc là déjà de s'arrêter plus tôt aujourd'hui, c'est pas pour nous déplaire. Moi je vais pouvoir continuer à m'avancer sur les montages. Quand on est arrivé là, on s'est dit ah trop cool, on va pouvoir souffler. Et en fait la personne nous a vu avec du coup les ânes et elle nous a dit ah mais attendez, j'ai ce qu'il faut pour vos ânes. J'ai un terrain juste derrière avec des moutons. Donc juste derrière le logement. Ça on savait pas ça, tu vois, on l'a découvert. Regarde, déjà on a une belle terrasse derrière la maison. Et bah tiens, je vais monter dessus. On peut rentrer par là, c'est trop bien. Le gîte il est trop beau en vrai. Et là en fait on a vu sur les babines Violette, on voit Violette là. Ça va ma Violette, tu sympathises avec les moutons? Et en fait ils ont pas seulement l'espace que vous voyez là avec la clôture blanche. Ils ont aussi tout un pré là-bas. Donc ils sont en train de faire connaissance avec les moutons. Et donc je vais vous faire montrer l'intérieur. Mais moi ce qui m'a étonné c'est le prix, putain, ça fait partie des logements les moins chers qu'on a. On a une énorme baraque avec un terrain où on peut mettre les ânes. Les chiens sont acceptés bien sûr, ça par contre on prévient au téléphone. Et le propriétaire nous a même laissé son vélo. Parce qu'il nous a dit si vous avez besoin de faire des courses, il y a une épicerie qui est à 3 km. Enfin, toi nous 3 km à pied, flemme quoi. Quand tu viens de marcher toute la journée, mais en vélo tu vois, donc on va aller se faire des petites courses. Salut bébé. Ranger, Durix, tic tic tic. Ah ça, je croyais que ça sonnait. Non. Ah non, c'est bébé qui a fait, oui. Je crois que c'était le jouet qui faisait. Donc voici le gîte, il est immense. Alors en vrai, il se partage à plusieurs, c'est-à-dire qu'on aurait pu se retrouver avec d'autres gens. Donc coin cuisine, assez moderne, mais en même temps dans son jus quoi, à l'ancienne, avec la cheminée, les grosses poutres. Vue sur le canal, vous vous en doutez, on ne s'est pas téléporté à partir du moment où je suis rentré dans la maison. Là, ici, on arrive sur la terrasse. Et là-bas, on a un petit salon. Et là, ici, on a les chambres. Donc, j'imagine quand il y a d'autres randonneurs, ils sont à l'étage ou je sais pas où. En fait, je suis pas encore monté là-haut. Il y a même une petite pièce allongée. Je trouve ça trop bien pour changer bébé. Ah, tu l'as déjà utilisé? Oui. Donc, toilette, petite table. Et nous, je crois que notre chambre, elle est là. Donc on est trop bien, on a notre propre salle de bain juste ici. Je vais quand même aller voir l'étage parce que j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Ah ouais d'accord, ça a l'air, mais c'est grand. Putain mais c'est vachement grand en fait. Ah mais c'est peut-être fermé, bah oui ok, c'est les autres chambres, oui. Oui bah oui c'est logique en fait. C'est logique, c'est fermé. Putain mais il y a vachement de chambres en fait. Oui bah du coup c'est comme des appartements en fait. Chaque pas client, mais chaque randonneur a ses chambres là-haut et après il y a des lieux, des parties communes. Le salon, la cuisine généralement. C'est un gîte. Mais bon, ce soir on est tout seul, donc on a toute la maison pour nous. C'est pour ça en fait que c'était pas cher. Simplement, Charlotte. Ouais. Quand c'est des gîtes, c'est beaucoup moins cher que quand c'est du privé. Oui. Tu vois, donc parce que ce soir on aurait pu se retrouver avec d'autres randonneurs. Oui, oui, apparemment. Ouais. On a quand même fait 12 km, je sais pas si je te l'ai dit. Ah non, tu m'as pas dit non. Ouais. Ah ouais, ça va bébé? Pas mal du tout.
Donc en gros, jusqu'où je voulais aller au camping, il restait 8 km à faire. Oui. Oui. Bon, du coup, afin de profiter de ce... Ah ouais, puis les pommes aussi. Les pommes, elles sont abusées. Elles sont abusées, les pommes. Mmh. Le pire, dites-vous, c'est qu'à la base, moi, je suis pas un grand fan des pommes. Mais depuis qu'on est en Bretagne, je les adore. On a fait que en manger. On en mange, je crois, 3 par jour. J'adore les pommes. Voilà, c'est devenu mon fruit passion. Bon, en gros, vu qu'on a une belle maison, je vais arrêter de filmer ici. Comme ça, on se repose et puis je peux m'avancer sur le montage. Parce que plus je filme, plus je me rajoute de la matière à monter, moi. Donc à un moment donné, il faut que j'arrête de jacter. Puis on va aller faire les courses. On va essayer de manger un bon truc ce soir qu'on va cuisiner nous-mêmes. On va voir les babines. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, les babines? Est-ce qu'elles s'entendent bien avec les moutons? Alors babine, vous êtes bien là? Au bord du canal? Oui, ma babine. Alors Balti, tu sympathises? Vous avez fait peur aux moutons? C'est où les moutons, Balti? Ah, ils sont là, trop mignons! Viens mon petit, t'es trop beau toi. Salut mon beau. Alors là, ça me fait trop bizarre d'être sur un vélo. Je suis sur le vélo le long du canal. C'est le futur le vélo en fait, ça va super vite. C'est dingue parce que quand tu marches tous les jours, ça devient... la vitesse devient, comment dire, tu t'habitues à la vitesse à laquelle tu vas, quoi, à 4-5 km/h à pied. Puis là, d'un coup, quand tu as une invention qui fait que tu vas 2 fois plus vite, voire 3 fois plus vite, c'est juste ouf. J'ai l'impression d'être dans le futur. Putain, mais franchement, si on va au Mont-Saint-Michel en vélo, on y est ce soir. Bon, du coup, c'est le propriétaire du gîte qui m'a prêté son vélo pour qu'on aille faire 2-3 courses. Pourtant, on a ce qu'il faut, hein, on a de quoi manger avec nous. Mais on n'en peut plus là. Les Babybel, l'éternel pain de mie. Y a quoi? Il y a les cacahuètes, les salades de riz, on n'en peut plus, on est à saturation. On prend plus de plaisir, en fait, ça devient une corvée de manger. Ça devient genre, ah, faut manger, merde. Donc, vu qu'on a un vélo à disposition, on s'est dit, allez, ce soir, je vais aller faire des courses. Donc, je vais au... Il y a une grande surface un peu plus loin, une supérette là-bas. C'est pas à côté, hein, il y a quand même 3 km. 3 km aller, 3 km retour. Je vais faire des petites courses et puis voilà, ce soir on va essayer de se manger un truc fun. Et j'ai du mal à réaliser qu'on est bientôt sur la fin de notre aventure, mais en fait, là en ce moment avec Charlotte, on est en train de préparer notre arrivée pour le coup. J'ai eu déjà des réponses hein, des endroits qu'on a écrits ce matin pour potentiellement dormir. Donc il y a un endroit où c'est pas possible, tout simplement, donc annulation du projet. Que tous les petits lieux qu'on a vus pour arriver au Mont-Saint-Michel, certains nous ont déjà répondu. Donc en fait il y a un endroit qui était une sorte de prieuré. On peut pas parce qu'on a le chien avec nous, donc c'est pas les ânes qui dérangent, c'est le chien. Par contre ils peuvent accepter nos ânes. Et après on a une abonnée qui est très heureuse de nous rencontrer, qui elle a un grand champ à nous prêter parce qu'elle a des moutons. Donc pour l'instant ce qui est en train de se dessiner, je dis bien pour l'instant parce que ça change beaucoup là entre les mails qu'on envoie, les réponses qu'on reçoit et tout. Ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'on arrivera là-bas, on laissera les babines dans le champ de cet abonné et nous on se prendra un logement solide à côté. Donc quand je dis à côté, ça sera ce qu'il y a quoi, en fait, hein. On va pas se compliquer la vie. Si c'est un camping, on a essayé un camping mais les dates qu'ils nous proposaient correspondaient pas avec notre arrivée. Donc voilà, on va continuer les recherches entre camping, gîte, hôtel. S'il y a d'autres trucs du style prieuré, machin, truc pour pèlerins, on va chercher tout ça. Mais voilà, dans les grandes lignes, on est en train de s'occuper de ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va refaire aussi les autres jours. Enfin, à partir de demain, on va continuer nos recherches. Histoire que nous, quand on arrive, on puisse décrocher le cerveau, arrêter de se prendre la tête avec les logements
et juste en fait savourer notre victoire.